Salut à tous, bienvenue pour notre deuxième Calisthenics Science podcast, accompagné de Morgan Bernardo. Il est là, avec un C'est gros moi. flex du Bibi, les gains de la semaine. Donc, dans cet épisode, nous allons, comme dans l'autre, répondre à vos questions, mais on va y ajouter un concept nouveau. Donc, un petit concept qui va vraiment pimenter le podcast et apporter de la qualité, et ça va vraiment rapporter du concret. Donc, on va critiquer vos routines. Pour commencer, dans ce premier épisode, nous allons critiquer la routine d'un collègue, quelqu'un que je m'entraîne beaucoup avec. On va mettre son Instagram dans la description. Ce sera Pierre Calteux. Donc, il fait des vidéos un petit peu de, de lifestyle un peu, mais il s'entraîne en calisthenics et est quelqu'un qui est plutôt avancé. Donc, pourquoi Pierre plutôt qu'un autre? Ben, pour commencer, et on voulait avoir quelque chose de une bonne base parce qu'il s'entraîne depuis quelques temps et donc c'est déjà un bon programme et il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est vraiment un concept intéressant qui va apporter beaucoup de qualité sur la chaîne et on voulait vraiment partir sur ça. Donc bon, on va attaquer directement. Je vais décrire un petit peu le programme et puis on passera la foire aux questions après. Alors, ce programme consiste en un upper, lower et du cardio renfo. Donc, c'est un peu un programme de prise de masse, donc beaucoup de volume. Donc, il y a une périodisation concurrentielle, donc c'est-à-dire un jour où il fait un peu plus de volume, une certaine fourchette de répétition, et des autres jours où il sera plus en force, on va dire, avec une fourchette de répétition différente. Donc, c'est un peu à l'image de la DUP qu'on peut retrouver sur la chaîne de Morgan, et j'en parle aussi dans mes vidéos sur la périodisation en calisthenics. Donc, on va décrire un petit peu séance par séance. Comme ça, on va dire un peu ce qu'on pense de nouveau. Alors, à l'échauffement, il est marqué beaucoup de flexion, beaucoup de souplesse. Et il nous décrit pas trop l'échauffement, mais il parlait beaucoup de statique avant sa séance haut. Donc, des pancakes stretch et autres. Pour reconnaître Pierre, donc je sais qu'il les fait un peu assez light et tout. On pourrait parler de non-productivité, de faire du static stretching avant c'est sa séance force. Mais vu qu'il est fait de manière assez cool, ça va. Mais je vais pas vous décrire non plus ce qu'il a mis parce qu'il ne la suit pas vraiment. Parfois, il le fait à la fin ou avant. Et donc, je lui ai conseillé aussi de la faire à la fin, surtout pour sa séance jambes, parce qu'il les a mis avant. Donc, on va directement décrire au programme parce que c'est quand même plus intéressant. Donc, le stretching, c'est à part. Donc, tac, séance haut. On commence développé couché, tirage horizontal en 7 combinés. Est-ce que tu peux Avec, décrire ce que c'est qu'une série combinée pour les gens qui ne connaissent pas? ouais, donc tu en as parlé sur ta chaîne aussi. Donc, c'est-à-dire, on fait un premier exercice, boum, développé couché. Ensuite, on prend 90 secondes de repos, ou 90 pour les Français. 90, pardon. J'avoue que. Ouais, non, 90 secondes de repos, 90 secondes de repos, ou plus, ou moins, ça dépend un peu de votre programme. Et puis, on fait un tirage horizontal. Là, c'est notre deuxième exercice. Donc, du rowing bus penché, tirage horizontal, barre debout. Donc, ça fait deux. On est dans le plan horizontal. Et il travaille en 3 séries de 8 à 12. Pour son premier jour, il a fait du 3 fois 8 à 12 sur toutes ces séries. Donc, il a rajouté un peu de tempo sur le couché et sur l'horizontal. Parce qu'il est dans une phase de volume, donc c'est pas mauvais. Ensuite, du military press, suivi de traction lestée, donc de nouveau en 7 pairés, plus vertical du coup. Et il se termine encore avec du dips lesté, chin-up lesté. Et après, il passe un peu à de l'assistance avec des écartés couchés halter, reverse del fly, biceps, triceps et élévation latérale à la poulie. Donc, ça fait une bonne séance. On décrira après globalement la séance, tout le programme en général. Passons à la séance 2. Donc là, il est de nouveau en rep élevé, on va dire. Donc front squat, deadlift, donc en 3 fois 8 à 12, avec 2-3 minutes de récup. Soulevé de terre, donc 3 séries de 8. Squat bulgare, donc c'est avec un style de fente qui travaille la mobilité en même temps.
donc en 3 séries de 8 à 12, après suivi par des hip thrusts, parce qu'il a envie d'avoir un boule solide. Donc il passe beaucoup de temps assis, il voulait avoir plus de fessiers, donc why not? Avec des reverse hyperextension, et puis il termine par de l'assistance. On a de nouvelles machines à la salle, parce que Pierre travaille dans la salle où je travaille, et donc il profite peut-être des nouvelles machines pour faire quelques exos dessus. Ok. Ensuite, une autre séance haut, donc on garde un peu les mêmes exercices, sauf qu'il met plus d'intensité, donc là il travaille dans une fourchette de 3 séries de 5 à 8 répétitions, donc toujours sur le coucher. Après, pour mettre plus d'intensité sur son tirage horizontal, il met du front lever row. Je pense qu'il va les faire en tuck ou alors peut-être avec un élastique en straddle. Je sais qu'il sait les faire en straddle. Il a un bon front lever, hein, Pierre. Ok. Ensuite, handstand push-ups et traction lestée pour handstand push-ups à la place des military press. Donc en 3 séries de 5 à 8 répétitions. Donc je suppose qu'il va les faire ventre au mur ou dos au mur, les handstand push-ups. Parce que je pense pas qu'il en a 3 séries de 5 à 8 au sol. Bah, en Ensuite, libre, tu veux dire. En ouais, libre. en Ouais. libre. Seul, ouais. Donc, il refait des dips et des archers de chin-up pour mettre plus d'intensité. C'est pas mal du tout. Ensuite, adduction, bande pull apart, donc c'est un peu pour l'arrière d'épaule, encore de l'isolation, et curl press marteau, diamond push-ups, donc triceps et biceps, toi-même tu sais. Donc, deuxième séance un peu plus intense avec pour les jambes, donc lower bas du corps 2. Donc on fait du back squat en 3 séries de 5 à 8 répétitions, du soulevé de terre en 3 séries de 5, des fentes alternées, là c'est peut-être des split squats, je sais pas je pense qu'il va mettre un peu plus de charge. Ensuite il avait fait du pancake stretch en good morning. Donc C'est du ouais, coup la variante parce que on est assis sur un banc, donc très logiquement jambes fléchies, on a une barre sur les épaules et on se penche en avant donc pour étirer les ischios, les adducteurs, etc. l'exercice en anglais c'est seated good morning, Ouais. et là c'est straddle seated good morning, et c'est encore un peu connu. C'est une variante que j'ai utilisée et donc je lui ai conseillé et suggéré, et il l'a implémenté. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a en commun, et c'est vrai que c'est un peu un programme déjà un peu inspiré de nos conversations et autres, mais il y a beaucoup de choses qu'on aurait faites différemment aussi. Donc c'est ça qui sera intéressant. C'est qu'on a ici, dans les routines, on va pas vous imposer quelque chose, on va dire un peu ce qu'on en pense et voir une approche, réfléchir à la meilleure solution et donner notre point de vue. Donc libre à vous de le suivre ou non. Donc on va terminer avant de passer à la suite. Reverse hyper extension. Ensuite on termine par un peu d'abdos. Donc s'il y a des exercices que vous comprenez pas, n'hésitez pas à les regarder sur le net ou sur nos chaînes parce qu'on en parle quand même parfois. Ensuite des relevés en V-sit, gainage latéral pour les abdos, obliques plutôt. Ensuite, une petite séance skill cardio. Donc, il est en prise de masse, mais il fait du cardio. Ça, c'est bien pour garder, pour pas devenir un gros tas. Donc, il commence par des séries de press to handstand, donc monter en force. Ensuite, des one arm handstand en 3 séries. Donc, il décrit pas trop, il fait 3 séries de press to handstand, 3 séries de 1, 3 séries de one arm handstand, 3 séries de 1. 3 séries de 3 en L-sit to planche, front lever hold, après un peu d'assistance, les wall slide avec un bâton, un W slide ou couché au sol avec une barre. Bon, ici à la salle on a le bâton, et des relevés de jambes de nouveau. Je sais pas, par contre dans la semaine, je sais pas quand est-ce qu'il va mettre telle ou telle séance. Je suppose qu'il va faire upper lower, repos, upper lower, peut-être directement le skill et puis repos. Je suppose que c'est ce qui sera le plus adapté pour la récupération. Donc ben voilà, de nouveau, comme je l'ai dit, on va pas démonter la routine, on va essayer de dire un peu, de réfléchir un peu. Je pense que Morgan et moi serons plus ou moins d'accord sur beaucoup de points, mais je pense qu'on aura quand même deux, trois trucs aussi à se contredire, donc c'est ça qui va être aussi intéressant, il y aura plus d'échanges. Et donc, sans plus traîner, je vais laisser Morgan un peu dire son avis sur cette routine, et je vais rebondir aussi sur certains points avec lui. Let's go. Alors, est-ce que déjà Pierre t'avait spécifié quels étaient ses objectifs avec ce programme?
Donc là, il sortait d'une grosse phase de planche. Il avait fait beaucoup d'intensité sur ses skills. Et son objectif avec ce programme-là était de reprendre un peu de masse, recréer plus d'unités motrices, faire un peu plus d'hypertrophie pour pouvoir réattaquer les planches. Donc il voulait notamment prendre de la masse beaucoup sur les pecs. C'est un peu son point faible, il est très fort d'épaule. Et donc il a voulu un peu cibler là-dessus. Et ouais, donc c'était vraiment une grosse prise de masse, on va dire. Parce que là, il a quand même pas mal up ses calories et je pense qu'il veut bien charger là-dessus, quoi. Ok, Donc, d'accord. objectif numéro un. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu lui demander plus c'est l'objectif de lui-même. C'est vrai. Ben voilà. Ok. Alors déjà, donc on a un format upper lower, et après une séance plutôt orientée skill, donc figure, donc 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. Déjà au global, la fréquence d'entraînement, elle est correcte en accordance avec ses objectifs. Pour l'hypertrophie, ce serait sous optimal. Donc ce serait bien moins intéressant d'avoir un seul entraînement par semaine pour chaque groupe musculaire. Déjà avoir une fréquence de 2 fois par semaine, c'est déjà un bon point. Je pense que Alexandre on sera d'accord sur ça. Clairement. Pour Pour moi, l'hypertrophie, pour une progresser fréquence sur de moins 2 fois, c'est bien. quasiment tous les mouvements, une règle d'or, en fait, c'est 2 fois. Avec une fois, il faut être pas mal avancé, savoir bien gérer son intensité pour progresser. 2 fois, c'est le minimum pour pouvoir les progrès réguliers. Et, euh, et 3 fois, parfois c'est trop, parfois c'est bien. Et parfois plus, ça dépend des gens. Donc déjà niveau fréquence, au global, on peut voir que c'est assez correct. Mais là, je parle de la fréquence pour l'hypertrophie. On voit qu'il a aussi une seule séance où est-ce qu'il travaille ses skills, alors que les skills, les figures, donc là particulièrement, on a des éléments de handstand. C'est quelque chose qu'il faut idéalement travailler plus de 3 fois par semaine, parce que, du moins, surtout pour le handstand et pour les skills, certainement au moins 2 fois, parce que c'est des éléments qui requièrent beaucoup d'adaptation technique, nerveuse, et c'est le genre d'apprentissage qui bénéficie vraiment d'une plus haute fréquence, pour qu'on ait une exposition tout au long de la semaine à ces nouveaux mouvements-là, pour créer des bonnes connexions neuronales, pour améliorer notre technique, notre activation musculaire, ce genre de choses. Donc malgré que ce ne soit pas une phase dédiée vers les skills, avoir seulement un jour sur un travail de figure, c'est peut-être trop peu. Ce serait peut-être déjà plus pertinent de séparer cette séance de figure en 2 ou 3 mini-séances qu'il mettrait peut-être juste après son échauffement. Ah ouais, clairement. Ça, c'est une première chose. Après, pour rebondir là-dessus, il va quand même sûrement faire quelques handstands avant sa séance haut ou bas, mais pas assez structuré, mais ça, il va quand même les faire, donc il va peut-être maintenir une fréquence là-dessus, sans trop forcer dessus, je pense. Donc il garde une petite part de feeling là-dessus, je pense. Mais je D'accord. pense qu'il... Voilà, C'est certainement correct d'en faire quelques-uns après chaque échauffement pour le maintenir. pour le Mais pour maintenir, réellement faire des progrès en handstand, faire des progrès, c'est ça va être dur. intéressant d'avoir une structure, c'est intéressant de timer vos tenues de handstand, donc que ce soit avec un métronome donc, qui vous permet de compter précisément pour chaque seconde, d'avoir un chronomètre, ce genre de choses, et aussi de rentrer dans votre carnet d'entraînement, d'écrire quelle durée vous avez fait, dans quelle position, etc. Donc ne restez pas, une fois que vous êtes déjà intermédiaire, sur des holds de handstand, faites du tuck, faites du 7, donc c'est lorsque vous êtes en L-sit, donc à l'équerre, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'aime voir plus de structure quand même dans les entraînements de handstand Ouais. que simplement en lancer après échauffement. Ensuite, Après, il va, concernant... Ouais, il va surtout lancer des one arm et peut-être jouer un peu plus, tu vois, faire des ah ok, presses, des one arm. Donc il va pas essayer de chercher à augmenter son temps de maintien. d'accord. Ok. Ouais. Ensuite, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de volume par séance. Là, ne serait-ce que si on prend la upper, on a 5 paires d'exercices. D'ailleurs, il y a même 3 exercices sur la cinquième paire, ce qui nous fait une séance à 11 exercices. Ça fait beaucoup de volume pour chaque groupe musculaire, surtout qu'on a 3 grosses paires. Donc ici, développé couché, rowing, développé militaire, traction, dips et chin-up, qui sont donc les tractions supination. Ça fait beaucoup de volume. Pour l'hypertrophie, donc selon un petit peu les travaux de James Krieger, on pourrait conclure qu'il n'y a pas beaucoup de bienfaits pour l'hypertrophie d'aller au-dessus de 8 à 10 séries par séance par groupe musculaire. La raison pour ça, c'est que le volume le plus productif dans une séance, c'est la première moitié de votre volume. Et ensuite, par la suite, déjà, vous avez moins de gains. Et aussi, vous créez d'autant plus de dégâts musculaires
qui seront des dégâts qu'il faudra réparer avant de créer du nouveau tissu sur ça, de créer des nouvelles adaptations. Donc je trouve qu'il y a pas mal de volume. Même pour un programme d'hypertrophie, il y a peut-être trop de volume par séance. Donc particulièrement ici sur la séance Upper 1. La séance Upper 2 est un peu plus légère, mais Moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de volume. moi, je suis légèrement en contradiction avec toi à ce niveau-là. Parce que le fait qu'il fasse que deux uppers, contrairement à trois uppers, par exemple, ben, ça te laisse une petite liberté pour éventuellement rajouter une troisième combinaison d'exercices. Et au final, là, tu dis 8 à 10, mais il reste quand même dans du 9. On va dire s'il fait 3 séries par exo, bah, ça fait quand même 9 séries. Donc il reste quand même dans un volume de 15 à 30 séries par groupe musculaire. Si on compte que les derniers exos sont de l'assistance et de l'isolation, qui va peut-être mettre moins d'intensité sur son dips et ses chin-up. Et également, moi, j'avais vu aussi notamment une étude qui montrait que allez, créer des dégâts supplémentaires sur tes muscles bah, n'induisait pas une récupération forcément plus longue si tu les faisais après sur un muscle déjà fatigué en fait. Donc d'un point de vue récupération, pour moi, ça pourrait quand même être correct. Je pense que tu te réfères peut-être à un post Instagram de Chris Berley, non? C'est Est-ce que c'est ça? possible. D'accord. Ça faisait quelque temps que j'avais vu cette Ok. étude-là. Parce que oui, enfin, votre récupération, vos performances, parfois ne sont pas tout à fait corrélées avec les dégâts musculaires. Vous pouvez bien performer, parfois alors que vous avez des courbatures ou des dégâts musculaires, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est assez proche. Ouais, Là, peut-être que là, donc, ce que je disais avec le volume de cette séance Upper 1, c'est que il y a assez peu d'intérêt peut-être dans les 5 derniers exercices d'isolation. Donc ici, on a des écartés couchés aux haltères, on a un exercice pour l'arrière d'épaule, un exercice pour les biceps, un exercice pour le deltoïde latéral, donc le côté de l'épaule, et un exercice pour les triceps. Tous ces groupes musculaires-là, ils sont déjà bien travaillés sur les différents exercices polyarticulaires, donc les 6 premiers exercices. Je doute par exemple de la productivité de son exercice de biceps à la poulie une fois qu'il a déjà fait du rowing, des tractions pronation, des tractions supination. Surtout les tirages verticaux sont les très bons exercices pour les biceps parce qu'il y a une grande amplitude. Vous allez de l'extension complète du coude à la flexion complète du coude. Ça respecte en plus bien la relation tension-longueur du biceps, donc ça optimise sa production de force. Et le pic de tension est assez bien ciblé sur le coude en deuxième moitié de mouvement. Donc je doute déjà par exemple de l'utilité de la présence du curl biceps. En après, plus, ouais, oui, souvent on dit sur le biceps, bah, mettez absolument de l'isolation en fin de séance pour prévenir les blessures, pour pas laisser vos dorsaux être un point fort et autres. Mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de volume sur notre tirage et autres. Enfin, de mon expérience, j'ai déjà fait plein de programmes très intenses, très volumineux avec des biceps ou sans biceps, et on voit aucune différence en termes de progrès sur votre volume musculaire au niveau du biceps, sur vos performances également. Et donc ça sera peut-être même un peu too much d'en mettre. Donc c'est vrai que c'est sur ce point-là, je suis assez d'accord. donc ça c'était un gros point que je voulais souligner sur la Upper 1. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de volume et que la pertinence de ces exercices d'isolation à la fin reste à prouver. Et l'élévation latérale, moi je pense que ça peut être intéressant d'en mettre en calisthenics, car c'est un plan qu'on travaille quasiment jamais. Personnellement, je pense qu'on n'en souffre pas de ne pas en mettre, mais d'en mettre, ça pourrait être intéressant en termes d'hypertrophie et peut-être de prévention de blessures et autres. Ouais, parce que ça travaille par exemple bien le supraépineux, qui est un groupe musculaire donc de la coiffe des rotateurs, donc un des muscles stabilisateurs des épaules, qui n'est pas travaillé sur ce plan-là, encore une fois, dans d'autres mouvements de calisthénie. Même le deltoïde moyen qui prend peut-être pas assez dans beaucoup de mouvements aussi. Ouais, en fait, la majorité des exercices polyarticulaires sur lesquels il est sollicité, c'est les développés verticaux et les tirages horizontaux, mais même avec ça, c'est pas suffisant si vous êtes déjà assez avancé. Il vous faut une stimulation dessus pour l'hypertrophie optimalement, mais après, même l'hypertrophie optimalement, le deltoïde latéral, ça va pas vous apporter grand-chose niveau de vos performances de Peut-être d'un point de vue calisthenics. esthétique, ouais. Les Ensuite, performances, ouais, pardon, je te laisse, ouais. sur la séance lower, pour moi, c'est totalement OK. On a un mouvement de type squat, un mouvement de type hip hinge, donc centré sur la hanche, c'est-à-dire le deadlift.
On retourne sur un exercice de type squat, donc fente bulgare, squat bulgare. Et ensuite, on a une série combinée ou un superset, plutôt chaîne postérieure, donc hip thrust, reverse hyper. Je suis pas super fan des séries combinées sur des mêmes groupes musculaires. Donc ici, on Ouais, a là, du c'est hip plutôt thrust style et du superset en mode reverse hyper. musculation. Bah, à mon avis, ça doit être bien challenge de faire les deux là. Tu dois avoir les fessiers bien en feu. Ouais. Après, le souci quand on fait des séries combinées sur un même groupe musculaire, c'est que si tu cherches à progresser sur le premier, peut-être que tu vas régresser niveau performance sur le second, ou inversement. Donc Ouais, c'est dur à traquer, c'est et dur à même il traquer. suffit que tu prennes plus de repos entre le premier exercice et le second exercice du superset pour changer ta performance et du coup fausser tes progrès. Donc bizarre. Bah, pourquoi pas. Et ensuite, là, on a du leg extension, du leg curl pour les ischios, et ce qu'il a appelé flexion plantaire, c'est un exercice de mollet. Je trouve que ouais, c'est correct. Ça fait quand même une séance jambes avec beaucoup de volume parce qu'il y a déjà eu du front squat, des fentes bulgares pour les quadriceps et inversement du deadlift, du hip thrust pour les ischios. Après, c'est intéressant de rajouter un exercice qui sollicite les ischios au niveau de au niveau de leur fonction de fléchisseur de genoux parce que sur ces autres exercices de chaîne postérieure, ils sollicitaient les ischios sur leur fonction d'extenseur des hanches. Donc ça peut être intéressant, mais je trouve que le leg extension euh, est presque le trop. Ça peut fonctionner s'il tolère bien le volume, ça peut être ok. Ouais, ça mange pas de pain s'il récupère bien de ça. Voilà. C'est peut-être pas l'exercice le plus important de sa séance. S'il aime, il peut en mettre, mais il y a déjà pas mal de volume sur le reste. Après, ça peut être intéressant d'avoir un exercice donc, comme le leg extension, où est-ce que la hanche est fixe, donc contrairement à tous les variantes de squat, où est-ce que on passe de l'extension à la flexion des hanches et re à l'extension des hanches. Donc les exercices type squat, ça sollicite bien les vastes du quadriceps. Donc le quadriceps, c'est 4 vastes. On a le vaste latéral, médial, on a le droit fémoral et on a le vaste intermédiaire. Et le droit fémoral, puisqu'il est polyarticulaire, ça veut dire qu'il traverse à la fois l'articulation du genou et de la hanche. Vu son anatomie, il est mieux sollicité sur des exercices parce que une des deux articulations est fixe, donc la hanche ou le genou, et on travaille sur l'autre. Donc le leg extension cible bien le, euh, le droit fémoral, alors que le squat et les variantes de squat ciblent mieux les vastes. Donc Ouais. ouais, ça peut être intéressant d'avoir les extensions quand même. Sachant qu'il est quasiment impossible d'isoler son vaste interne ou son vaste latéral en squat. Ouais, voilà. Très peu. Ensuite, sur la upper 2, ce que je préfère à la upper 1, c'est qu'il y a un peu moins de volume. Il y a un peu moins de volume niveau de... Ouais, quoique. Et ouais, il y a sensiblement moins de volume. Le choix des exercices est correct. Puis j'aime bien le fait qu'il ait mis en paire des exercices qui travaillent sur le même plan. Tu l'as souligné lorsque tu as lu le programme. On a ici développé couché, franche lever row. Donc c'est un développé horizontal, un tirage horizontal. Et on sait que les séries combinées, donc comme l'a décrit Alexandre, c'est on fait un exercice, on se repose un petit peu, on fait un exercice par un groupe musculaire opposé, on se repose un peu et revient au premier exercice. On sait que les séries combinées sur des groupes musculaires antagonistes, ça peut améliorer la performance via un fonctionnement en fait de repos actif en passant d'un exercice à l'autre. Donc bon choix au niveau des paires d'exercices. Et Par ouais, pour expérience, moi, elle est ouais. correcte, Upper 2. Ouais. Par expérience, ce boost de performance, je sais pas si t'as le cas toi aussi, mais je le ressens vachement plus sur du vertical. Style, quand il va faire ses tractions et ses handstand push-up, là, personnellement, d'expérience, je sens qu'avoir fait des tractions lestées et puis des handstand push-up, ça active énormément ce bienfait de cet antagoniste. Ouais. Je sais pas si tu ressens ça Moi, aussi, je trouve que c'est équivalent sur à la contrairement fois Ouais. l'horizontal et le vertical, mais Ouais. c'est possible parce que certainement qu'il y a plus de similarités au niveau de la trajectoire des mouvements entre les tirages et développés verticaux qu'entre les tirages et développés horizontaux. Peut-être. Ouais, je pense que ça doit être un truc. Mais dans tous les cas, les séries combinées, même si on ne bénéficie pas de ce tout petit bienfait de maintien de performance ou de gain de performance, c'est déjà extrêmement efficient au niveau de la durée de vos séances. Et je vous recommande de les inclure. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ces séances-là. Pareil, sa deuxième séance bas du corps est assez semblable au niveau de la formulation à sa première lower. Donc si ce n'est qu'il y a des fourchettes de répétition plus basses, peut-être pour travailler davantage les facteurs nerveux.
Et Et un travail d'abdominaux en fin de séance. travail d'abdominaux. Ce que j'aime bien aussi, ce qu'il a ajouté, du coup, on en avait parlé, c'est le seated good morning. Donc c'est cet exercice pour travailler votre mobilité des ischio-jambiers et des adducteurs. C'est intéressant d'ajouter des renforcements chargés en mobilité pour faire des gains plus durables. Parce que la souplesse et les étirements passifs, ça vous emmènera que jusqu'à un point et ça partira assez rapidement parce que les étirements passifs, ça vous apprend à mieux tolérer un étirement. Alors que si vous faites vraiment des renforcements, vous gagnez en force dans cette nouvelle amplitude et ça vous donne des gains plus durables. Donc au final, ce programme, il est sur des bonnes bases, il y a une bonne fréquence, le volume est correct, peut-être un peu conséquent, et encore ça va, c'est un athlète avancé. Le programme est équilibré en termes de tirage, de poussée. Pareil pour le bas du corps, ça me semble assez équilibré. Mais par contre, c'est un peu dommage qu'il ait seulement une fréquence de une fois par semaine. Pour ces figures, il bénéficierait peut-être de séparer ces séances-là en 2 à 3 mini-séances qui mettraient juste après son échauffement. Ouais, c'est ça. Ouais, nickel. Après, c'est assez dur à combiner avec beaucoup de fatigue sur le coucher et autres. Peut-être remplacer du coucher par des variantes de calisthenics, mais ça risque peut-être d'impacter ses gains en masse ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours dur à gérer. Je suis très fan des pompes lestées, moi, même pour l'hypertrophie. Parce Lesté. que donc, que ça soit fait sur des box ou aux anneaux, les pompes lestées, c'est bien plus naturel pour l'épaule que le développé couché, du fait qu'on ait les scapulas libres. Donc, les scapulas, c'est les omoplates. On peut passer de la rétraction, donc omoplate resserrée, à la protraction, c'est-à-dire omoplate écartée et épaule vers l'avant. C'est un Ouais. mouvement bien plus naturel pour l'épaule comparé à un développé couché. On serait toujours les scapulas resserrés, calés contre le banc. Et puis, ça induit beaucoup moins de fatigue, je trouve aussi, personnellement, que le coucher, tu t'évites à l'échec ou autre. Tandis que les push-ups, peut-être que c'est peut-être aussi plus dangereux, c'est que tu es toujours plus facile à grappiller les répétitions. Mais allez, on va dire sur une semaine type, on sent une fatigue générale beaucoup plus élevée avec du développé couché que des pompes. Donc, je ne sais pas s'il y aurait des études qu'on pourrait trouver là-dessus, mais vraiment, enfin, d'expérience, tu peux faire des pompes lestées sans problème dans un programme. Le coucher, il faut être plus prudent d'un point de vue récupération là-dessus. Ouais, faut aussi voir que donc pour la calisthénie, on ferait quand même mieux de faire plutôt des pompes lestées ou du moins des variantes de poids de corps que du développé couché parce que c'est des exercices dits à chaîne cinétique fermée. C'est-à-dire que c'est des exercices parce que l'extrémité du corps des membres qui travaillent, donc ici les mains, l'extrémité du corps des membres qui travaillent est fixe. Donc sur les pompes, les mains sont fixes et sur le développé couché, les mains bougent. Et ce que ça fait, c'est que dans la majorité des cas, même quasiment toujours, on a un meilleur transfert des exercices à chaîne cinétique fermée vers les exercices à chaîne cinétique ouverte que l'inverse. Je vous donne deux exemples. Si vous êtes très fort en pompe et pompe lestée, il y a beaucoup de chances que vous soyez fort au développé couché. Par contre, l'inverse n'est pas si vrai. Si vous êtes déjà très fort en traction et en traction lestée, il y a beaucoup de chances que si vous allez sur une machine à tirage poitrine, donc un tirage vertical à la poulie haute, vous soyez très fort sur cet exercice. L'inverse n'est pas si vrai. Pareil, si vous êtes très fort sur le squat, il y a beaucoup de chances que vous soyez fort à la presse. L'inverse n'est pas si vrai. Après, il y a aussi, par contre, il y a un contre-exemple, c'est avec les pompes en handstand. Donc, tu peux être très fort en pompe en handstand libre, bah, tu risques de pas être super fort en military press. Ouais, là, les deux ont. C'est un peu 50-50, c'est un peu les deux sont aussi efficaces pour développer l'autre, l'un que l'autre, je trouve. Parce que, attends, dans cet exemple-là, donc, j'avoue que je crois que c'était la military press qui était closed, qui était chain, et donc chaîne fermée, et Ouais. les handstands en chaîne ouverte. Attends, non, non, Donc, non, c'est l'inverse. si, non, 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 dans cet exemple-là, je pense que je pense que c'est ça, hein, mec. Je crois que, Regarde, sur des handstand push-up. parce qu'en fait, attends, allez, je bloque toujours avec cette définition-là, parce qu'au final, en pratique, on n'a pas tellement besoin, mais, donc, en handstand push-up, t'as les mains au sol, et ton corps bouge par rapport à tes mains qui sont fixes. Ouais. Tandis que en military press, tu es fixe et c'est tes mains qui vont bouger par rapport à ton insertion qui sera Oui. fixe, tu vois. Mais dans ce cas-là, ce sont Donc, les handstand push-up qui sont les exercices à chaîne cinétique fermée. ouais, voilà, c'est ça. Et donc peut-être moins intéressante parfois. Donc, Ouais, après, il faut aussi voir que
Lorsque vous faites des handstand push-up, vous ne soulevez pas 100% de votre poids de corps. Ouais. Parce que vous ne soulevez déjà pas vos avant-bras. Et selon la façon dont on le compte, vous ne soulevez pas aussi directement vos bras, votre humérus, Sur- l'os du bras, vu que le levier principal est au niveau de l'épaule. Surtout si vous Donc, avez des gros biceps. surtout si vous avez des gros biceps énormes, comme Ouais, Alexandre. donc. Donc, souvent, une répétition de handstand push-up libre, avec une certaine amplitude donnée, ça correspond à une répétition de développé militaire à 90% de la masse de votre poids de corps. À une amplitude donnée, pareil. Ouais. Toi, Donc, t'avais des choses à rajouter sur le programme de Pierre? bah, il y a encore plein de choses à dire, mais on va pas trop s'attarder là-dessus parce que sinon. Donc peut-être une petite parenthèse pour ça serait donc on aimerait bien que vous nous envoyiez vos prochains programmes pour les prochains podcasts. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un truc bien structuré si vous avez un template, si vous avez un document Word ou quoi avec votre programme. Peut-être aussi nous spécifier vos objectifs, votre peut-être vite fait votre style de vie, votre alimentation éventuellement si vous êtes en surplus, en maintenance, en sèche, d'autres Votre petits âge, votre âge, votre sexe, si vous avez des copines ou pas. Non. votre adresse. Bah, préciser deux, trois petits trucs et comme ça, on va se faire un plaisir de le partager et de dire notre point de vue là-dessus. Donc, nous pouvons attaquer donc la deuxième partie du podcast qui va être la foire aux questions. Donc, je commence, tu commences à poser une question. Tiens, Donc, bah, je vais commencer à te poser une question ouais, et tu vas y répondre. On a une question de Fairfight King qui nous demande ce pseudo. est-il possible, c'est son pseudo, en réalité il s'appelle Sosten, il nous demande est-il possible de faire des progrès avec 2 à 3 entraînements au poids de corps par semaine qui durent 1 heure à peu près? Ouais, je vois un peu moins d'une heure. Là, il marquait moins d'une heure. Ouais, un peu moins d'1 heure, mais en réalité je sais que dans ce cas-là, il peut faire 1 heure. Bah, pour moi, clairement, clairement. Donc, quasiment à presque, j'ai envie de dire, tout niveau, tant que tu arrives à mettre une intensité correcte, tu respectes un petit peu la répartition d'exercices et donc le tout est de pas parler avec ses potes, parce que dès qu'on en connaît beaucoup, bah, ils font une séance préconisée, bah, par exemple avec si vous faites un full body, là on va prendre un exemple classique, hein, mais le full body avec deux tirages de poussée et deux jambes est suffisant pour progresser indéfiniment, j'ai envie de dire, du niveau débutant à très avancé et peut très 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 bien durer moins d'une heure. Après, ce serait un peu dommage de faire un split style upper-lower et upper par exemple, sauf si vous voulez skipper une séance jambes et mettre plus vraiment beaucoup d'intensité. C'est possible. On sait même qu'il y a des mecs qui arrivent à progresser vraiment avec un programme type powerlifting ou quoi, avec des temps comme ça peut se faire aussi. Sauf que si vous faites plus powerlifting et que vous prenez des temps de récupération très longs, style 5 minutes, ça risque d'être compliqué. Mais en faisant des sets pairés combinés, bah, c'est vraiment la méthode idéale pour pouvoir arriver à faire des entraînements de qualité en 1 heure. Franchement, il est tout à fait possible. Donc c'est souvent l'excuse qu'on a, on se dit ah j'ai jamais assez de temps pour m'entraîner, mais voilà, deux trois séances par semaine de moins d'une heure, on peut vraiment arriver à un niveau super intéressant. Ça permet d'éviter aussi de se cramer parce qu'il y a des gens qui s'entraînent beaucoup trop et parfois bah, si on est limité, bah, ça nous permet de rester correct et donc voilà, je sais pas ce que tu as rajouté. Ce serait quoi, t'en as parlé un petit peu, mais ce serait quoi tes, disons, 3 recommandations pour faire une séance efficace en 1 heure? Quelques techniques. Donc t'as déjà parlé des séries combinées, tu utiliserais quoi d'autre? Au niveau du C'est choix des ça. exercices peut-être? Ouais, c'est ça. Bah, moi, je mettrais directement bah, votre objectif principal. Donc, si vous mettez votre premier exercice, admettons, vous progressez sur. On va toujours prendre l'exemple de progresser en planche et en front. Non, bah ouais, ou alors en traction ou en dips. Donc, vous tapez par exemple un tirage horizontal, un tirage vertical en premier, avec une poussée verticale comme l'a fait Pierre, par exemple. Ensuite, vous suivez avec un tirage horizontal et une poussée frontale, horizontale aussi. Et vous terminez par un exercice jambe antérieure et un jambe postérieure. Si vous faites ça correctement, bah, ça vous prendra moins d'une heure et c'est OK, quoi.
Donc après, à vous de customiser un peu en fonction de vos objectifs. Vous pouvez peut-être focus un peu plus, même mettre la jambe avant parfois si vous êtes plus type power, ou si vous voulez maximiser vos gains en, en bas du corps. Vous pouvez les mettre entre les deux pour peut-être avoir éventuellement un peu de récupération sur le haut, peut-être un peu de refroidissement si vous êtes long sur le bas. Après, si vous faites du soulevé de terre ou quoi, bah, vous gardez quand même le tirage assez chaud, on va dire. Donc voilà, il y a moyen vraiment de bien adapter ça. Il y a moyen de le faire que vous bossiez les skills avec des exercices de skill. Il y a moyen de le faire en force. Il y a moyen de faire un entraînement plus. Bah non, je pense que voilà. Ouais, moi, les quelques recommandations que j'aurais à donner, donc déjà, je suis à 100% d'accord avec tout ce qu'a dit Alexandre jusqu'à maintenant. Donc, ce serait d'abord de rester sur des exercices polyarticulaires. C'est un peu ce qu'a dit Alexandre, hein, donc, les quatre exercices de base pour le haut du corps, donc les quatre mouvements de base. Donc, un tirage vertical, un tirage horizontal, un développé vertical, un développé horizontal. En street workout, ça ferait traction, handstand push-up, variante de pompe, variante du rowing. Donc ça c'est la base et pour le bas du corps. Un exercice type squat, donc au poids de corps ce serait pistol squat ou step up, quelque chose du genre. Et pour la chaîne postérieure, ce serait quelque chose comme le glute ham raise ou Nordic curl. C'est un bon exercice pour la chaîne postérieure, pour les ischios. Donc Yes, yes. rester sur des exercices polyarticulaires, faire des Ouais, séries combinées pour gagner du temps et avoir suffisamment de volume sur vos 3 séances. Donc, il faut que vous soyez entre quelque chose qui vous permet de faire des gains et quelque chose qui vous permet de récupérer. C'est assez peu probable que vous soyez en surentraînement avec seulement 3 entraînements par semaine, surtout d'1 heure. Donc, ce sera surtout une question de faire assez et pas une question de faire trop. Et aussi, de semaine en semaine, d'entraînement en entraînement, cherchez bien sûr à progresser. Surcharge progressive, c'est-à-dire chercher à rajouter des répétitions, une série, pourquoi pas, si vous récupérez très bien, ou ajouter de l'intensité. Donc se lester sur certains exercices, ou passer à la progression suivante parce que vous êtes prêt. C'est vraiment, faut voir ça sur le long terme. Un programme qui fonctionne, c'est un programme qui est spécifique envers vos objectifs. Donc vous faites ce à quoi vous voulez devenir meilleur. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a un volume suffisant pour vous faire des progrès, mais même avec des assez bas volumes, vous pouvez progresser. Donc ça, c'est pas souvent le souci. Et la troisième chose, c'est que vous progressez sur le long terme, sur vos facteurs, donc série, répétition, intensité. Ça, c'est un signe que votre programme fonctionne. En fait, c'est à la fois un signe que votre programme fonctionne et c'est ce qu'il faut appliquer pour que votre programme fonctionne. Donc, c'est les trois choses. c'est ça. Et tout ça, c'est applicable en 2 à 3 entraînements par semaine. Donc, si vous faites du full body en série combinée et que vous gardez un carré d'entraînement, que vous cherchez à progresser. Voilà. Ne prenez pas ça comme excuse pour faire du set and rep, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah, j'ai pas le temps de faire un entraînement structuré, je m'entraîne que 2, 3 fois semaine, j'ai moins d'1 heure, donc je fais du gros set and reps et ils font un truc complètement anarchique avec hop, pompe, traction, puis tu fais n'importe quoi. Et Voilà. donc là, ils font que du truc. Il y a la surcharge progressive est hyper mal faite, voire inexistante. Ils Aléatoire, en sont fait. Aléatoire. très aléatoires. Ils sont vraiment plus dans des filières type endurance musculaire plutôt que force, alors que leurs objectifs sont souvent d'être forts. Et au final, mieux vaut être fort que endurant, de notre point de vue, je pense. Ouais, puis même, en fait, de la même façon qu'on disait qu'il y a un bon transfert des exercices à chaîne fermée vers les exercices à chaîne ouverte, être plus fort, ça peut vous rendre plus endurant, mais être plus C'est ça, endurant, c'est assez peu probable que ça vous rende plus forte, un peu plus fort, passer à un certain point. carrément. Bon, next question. Donc je vais te la poser à toi. Attends, Petite donc question. pas Ah la ouais. question de Nilsson, celle-là on la fera plutôt sur la Ah, fin, ok. donc c'est une question personnelle. Ouais, Mais question ouais. suivante, ouais. Ok, ok. Donc comment progresser en muscle up? Donc le muscle up est un mouvement phare du calisthenics, qui consiste à être en dessous de la barre et arriver au-dessus. Concernant la forme, ça dépend de chacun a ses critères d'exécution. Donc voilà, je vais te laisser y répondre. Ouais, alors je connais la personne qui a posé ces questions. Il est actuellement à 3 muscle-up avec un peu de keeping. Et je pense qu'il aimerait à la fois améliorer sa forme et améliorer son nombre de répétitions. Alors, ce qui est intéressant de voir avec le muscle up d'abord, c'est que c'est une figure qu'on pourrait catégoriser comme une figure de force, mais c'est pas une force comme les autres parce que c'est un exercice euh, qui, pour être fait avec qualité, requiert pas seulement de la force, mais aussi de l'explosivité
ou qu'on pourrait appeler puissance, qui est en fait le fait de pouvoir produire la force à une assez haute vélocité, une assez haute vitesse. Parce que vous pouvez être très très fort, donc peut-être mettre une traction à un bras, peut-être être très très fort en traction ST. Si vous n'avez pas la capacité d'être explosif, vous aurez un muscle up qui sera pas très beau parce que vous serez lent, vous n'arriverez pas à passer au-dessus de la barre, ou alors vous devrez utiliser beaucoup d'élan. Donc c'est assez spécial le muscle up parce que ça requiert de travailler votre explosivité tout d'abord. Donc pour le côté spécifique dans l'entraînement du muscle up, vous pouvez faire les tractions lestées, il n'y a pas de souci avec ça, mais vous devez à côté faire des tractions explosives pour vous apprendre à être explosif pour votre muscle up. Donc ça, c'est la première chose. Vous devez faire votre entraînement de muscle up lorsque vous êtes frais pour que chaque répétition soit faite avec une haute vitesse sur la phase de montée, la phase concentrique. Donc ne pas travailler sous fatigue lorsque vous cherchez à améliorer votre muscle up. Première chose. Deuxième chose, c'est d'arrêter votre série encore une fois quand vous voyez que vous perdez en vélocité parce que ce n'est plus spécifique au muscle up et que vous risquez de prendre des mauvaises habitudes. Et troisième chose, c'est plutôt chercher à répartir vos séances d'explosivité sur la semaine que d'en faire une grosse parce que vous pouvez être productif peut-être pendant 20 à 30 minutes en début de séance sur votre muscle up. Mais si vous faites 1h30 de muscle up, vous allez rapidement perdre en qualité. Vous ferez mieux de répartir ça sur la semaine, de faire peut-être sur la semaine 3 séries de 3 muscle up, donc sur 3 jours différents. Non, pardon. Voilà, 3 fois par semaine, 3 séries de X muscle up selon votre niveau. Donc n'allez bien sûr pas faire 3 muscle up si 3 muscle up est votre max. Restez sur du sous-maximal pour avoir de la qualité sur chaque répétition. Et pour votre travail accessoire des renforcements, vous pouvez mettre des tractions lestées, mais vous devez aussi mettre à côté les tractions explosives pour être à la fois fort et aussi explosif. Je vais pas parler ici de la partie dips, parce que en fait la partie dips c'est la plus simple en fait. Si vous arrivez à vous hisser jusqu'à la barre, on voit rarement ou jamais des gens rater le muscle up parce qu'ils n'arrivent pas à faire le dips. Ouais, si vous devez mettre un muscle up, mettez-le plutôt dans votre dans vos séances de tirage, Ouais. ou considérez-le comme, comme tel. Après, il y a certaines personnes, notamment moins explosives, j'en fais partie, qui, même si j'arrive à avoir de bons nombres de tractions en traction lestée aussi, j'avais toujours du mal à être assez explosif là-dessus. Mais j'ai eu tendance à dipser un peu plus, quoi. Mais c'est un peu plus personnel et un peu moins explosif aussi. Juste ça. Et aussi, concernant le muscle up, comment progresser aussi, bah, c'est attendre d'avoir certains prérequis. Beaucoup trop de personnes essayent d'avoir un muscle up parce que c'est stylé et ils savent même pas faire 5 tractions. Et on les voit essayer de faire un muscle up alors qu'ils ont déjà du mal à tirer, quoi. Et donc ça c'est un peu un truc qui m'énerve aussi. Je vois beaucoup trop de débutants qui essaient de faire un muscle up, hop, une main puis l'autre, ils arrivent au-dessus, mais ils passent comme ça et ils attendent pas d'avoir au moins 10 bonnes tractions strictes. Et une fois qu'on a 10 bonnes tractions strictes, on peut appliquer les principes qu'a dit Morgan. C'est vraiment, boum, on commence à travailler un peu nos explosivités. Et puis, bah voilà, vraiment les lancers qu'on est frais et autres. Et j'avais un bon petit truc à dire. Peut-être au niveau de l'exécution du muscle up sur scapula engagé en bas. Ouais, ça c'est pas encore. Ouais, si, c'est un petit. Je Ouais, suis d'accord avec. c'est un détail technique Ouais, qui vous permet de déjà de réduire légèrement votre amplitude parce que alors déjà je vais définir ce que c'est scapula engagé. Donc lorsque vous êtes suspendu à une barre, vous pouvez soit relaxer vos épaules et laisser vos épaules remonter au niveau de vos oreilles, soit faire l'effort de garder vos scapulas, vos omoplates, abaissés. Et dans ce cas-là, vous êtes dans une position dite engagée. Et lorsqu'on fait des muscle up, on cherche, donc, lorsqu'on est en position basse, donc, en suspension en traction, à rester plutôt engagé parce que si vous passez en désengagé, déjà vous allez avoir plus d'amplitude parce que sur la phase de montée, vous allez devoir réengager les épaules. Première chose. Et deuxième chose, il y a davantage un effet ressort si vous restez engagé en bas du muscle up. Donc vous bénéficiez mieux du retour de l'élasticité musculaire, première chose, et vous utilisez mieux le réflexe myotatique, donc qui vous permet d'être plus fort sur une concentrique après avoir subi une excentrique assez rapide. Ouais. Et Donc, puis au niveau techniquement, rester engagé en bas du muscle up, c'est intéressant. Et pour rester engagé aussi au niveau du gainage, donc essayer de rester plutôt avec le bassin en rétroversion plutôt qu'en T-version. On en voit beaucoup qui ils descendent une fois en dessous de la barre, boum, ils se relâchent complètement. Tu vois
le bas du dos qui se creuse en banane un peu. Ça les aide parfois dans leur exécution parce qu'ils s'habituent comme ça. C'est donc un des facteurs techniques du muscle-up. Ce serait peut-être intéressant si vous avez ce défaut-là, d'essayer de corriger, essayer de rester avec un bassin plutôt en rétro, avec les scapulas bien engagés. Un... Comme ça, vous allez transmettre plus facilement la force du bas du corps vers le haut et avoir un muscle-up beaucoup plus propre aussi. Et ouais, ce que je voulais dire tantôt, c'était que on voit beaucoup de. Si vous avez. Je parlais des prérequis là, avec 5 tractions, et il y a aussi l'inverse, des personnes qui ont 15-20 tractions. Donc là, la force est clairement là. Donc c'est vraiment. Concentrez-vous à fond sur l'explosivité, la technique et appliquer un peu ce que vient de dire Morgane. Donc bossez les règlements. Ouais. Souvent on dit, enfin c'est ce que tu as dit aussi, le prérequis, souvent on dit pour le muscle up, c'est de faire 10 tractions, donc strict, clean. Mais en fait, il Ouais. faudrait ajouter un deuxième prérequis qui serait, disons, 5 Oh, tractions explosives, avec les pecs barre au-dessus qui de la touche barre, quoi. les Ouais, pecs, quoi, ou le bas des pecs. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est l'étape entre deux que bien des gens passent, parce que tu as des gens qui sont capables de faire des séries assez longues en traction, mais ils sont assez endurants et peu explosifs. Et il faut d'abord travailler l'explosivité avant de pouvoir entamer les muscle-up. Sinon, encore une fois, comme tu disais, si on apprend le muscle avec une mauvaise exécution, déjà vous allez certainement vous blesser les épaules si vous le faites un bras puis l'autre, et vous allez prendre des mauvaises habitudes qui vont prendre énormément de temps à partir. Ça prend plus de temps à désapprendre une mauvaise habitude que d'en apprendre une bonne en fait. Ouais. Donc travaillez proprement votre muscle-up, soyez pas trop pressé, impatient de le travailler, construisez déjà une bonne base de traction explosive, et ensuite travaillez dans un état où est-ce que vous avez peu de fatigue pour faire la qualité sur chaque rep et prendre des bonnes habitudes. Ouais, c'est ça. Je vais te poser la prochaine question, si c'est ok sur celle-là. Ok. Nickel, ouais, on a bien fait le tour. On a Joey qui nous pose la question, est-il possible de progresser en s'entraînant en mode no pain no gain? Alors ce qu'il entend par là, c'est faire beaucoup de volume, pousser toutes les séries à l'échec ou presque à l'échec, avoir un entraînement assez peu structuré aussi, Ouais, vraiment se concentrer sur l'effort au-delà du reste. un peu la mentalité no pain no gain, quoi. Moi, je dirais ça marche vachement bien pour certains non. Donc, les premières années, donc on va dire la première année notamment, peut-être la deuxième. Et donc, c'est vraiment toutes les séances, tu viens et tu te butes en fait. Donc, c'est, tu passes plus ton temps à détruire qu'à construire. Mais ça marche très bien parce qu'au début, tu vas vraiment, tu testes, tu deviens un peu une brute mentalement et puis tu augmentes ton volume de travail sans t'en rendre compte. Tu progresses parce que tu fais des adaptations nouvelles et autres. Et tu as encore, t'as encore une capacité de travail qui fait, enfin, et tu arrives encore à générer des intensités qui ne sont pas très intenses, donc ton corps peut récupérer plus facilement. Tu vas t'habituer à faire beaucoup de volume. Même l'échec nerveux, sera pas hyper impactant parce que tu vas pas générer d'intensité très élevée. Donc, il est totalement possible de progresser comme ça. Après, dans ton parcours, soit tu seras quelqu'un un peu moins doué qui a des facultés de récupération un peu moins bonnes que certaines personnes, et donc tu seras vite limité au niveau de la stagnation. Tu vas te blesser peut-être parce que tu vas avoir un mauvais équilibre au niveau des séances, tu vas peut-être être mal échauffé, tu vas trop forcer sur ta dernière série. Donc autant appliquer un peu nos principes pour s'assurer une progression plus, plus sûre et safe, Fluide. fluide, ouais, plus fluide et donc plus certaine sur la durée. Donc c'est pas ce qu'on recommande. Mais ça peut se faire, donc c'est un peu, on est quasiment tous passés par là au début, donc c'est un peu ça aussi qui te fait, c'est aussi un mode d'entraînement qui te fait kiffer un peu le sport, quoi. T'as toujours ce mode no pain no gain, et ce mode no pain no gain, je pense qu'il faut aussi le garder, même quand on, quand on a quelques années d'expérience et qu'on progresse avec un entraînement structuré, il y a toujours du no pain no gain pour aller chercher à grappiller sa rep, parce que tous nos programmes, on évite l'échec et autres, mais il y a toujours un moment où ça devient dur et il faut pousser, quoi. Il n'y a rien à faire pour aller chercher 2,5 kilos en plus sur ta série, par rapport à ta semaine d'avant. Il faut les pousser, donc il faut toujours avoir cette mentalité-là. Donc voilà. Ouais, alors je suis d'accord avec la majorité des choses que tu as dit. Euh, faut aussi voir. Donc souvent, quand on entend programme no pain no gain, on pense programme non structuré.
Et nous qui avons des programmes plus structurés, donc une approche plus basée sur des données scientifiques, donc des éléments objectifs, des connaissances, on bénéficierait quand même, comme tu l'as dit, de temps en temps prendre des leçons de cette mentalité no pain no gain, parce que au global, on peut faire une généralité comme quoi les gens qui s'entraînent, on va dire assez bêtement, s'entraînent très fortement, mais les gens qui s'entraînent plus intelligemment s'entraînent moins fortement, et chacun, on va dire chacune des deux équipes bénéficierait de prendre des leçons Ça de va l'autre faire, méthode. tu fais l'étude team structure versus team no pain no gain et tu regardes qui Voilà, projette le mieux. faut les deux en fait. Mais ouais, donc ça marche. Ce qui fonctionne dans une approche no pain no gain, c'est que oui, vous faites beaucoup de volume. Donc déjà, vous avez suffisamment de volume. Vous allez très proche de l'échec. Donc vous avez une intensité relative qui est correcte pour votre hypertrophie, pour votre force. Ouais. C'est peut-être moins intéressant pour la force d'aller à l'échec que pour l'hypertrophie, mais bref. Euh, et souvent, naturellement, sur le long terme, vous pouvez quand même progresser parce que de toute façon, vous allez faire des adaptations positives, surtout si vous êtes débutant, comme le disait Alexandre. Mais en fait, c'est pas recommandé. Et puis de jouer, tu le sais très bien, tu connais, parce que de jouer, c'est celui qui a posé la question. Parce que on se blesse plus facilement, on est moins motivé parfois à aller à l'entraînement si on sait que forcément la séance qu'on va faire va être extrêmement dure. Les progrès sont moins prévisibles que si on avait un programme plus structuré où est-ce qu'on commence notre cycle avec plusieurs répétitions en stock et que progressivement on s'approche lentement au fur et à mesure du cycle de l'échec. Donc c'est une progression bien plus prévisible. Et ouais, bah, faire du no pain no gain, ça arrive forcément si jamais vous êtes sur la fin de votre cycle d'entraînement et que vous voulez atteindre la performance qui est prévue sur le carré d'entraînement aujourd'hui. Mais c'est pas durable sur le long terme, Je trouve, c'est une mentalité qui est forte présente dans notre sport, donc en workout et carrément. calisthenics. Mais je parle beaucoup de mecs non doués. Il y a aussi des mecs un peu plus doués, donc ils arrivent à vraiment à te faire des séances tout simplement de force, où ils arrivent à vraiment à se battre comme ça de séance, et tout. Mais c'est des gars, ils ont des facultés de récupération élevées et souvent ils vont te dire ouais, j'arrive à écouter un peu mon corps et donc ils vont faire des séances de dingue. Et puis après, ils vont se faire une séance plus cool et ils arriveront vraiment à, à trouver leur zone de progression de manière instinctive. C'est pas ce qu'on recommande, mais certaines personnes arrivent à faire vraiment des choses de malade avec cette mentalité-là. Donc, on peut pas leur enlever ça, quoi. Donc Ouais, voilà. totalement. Mais ne faites pas ça. Écoutez nos conseils. Ouais. Abonnez-vous aux chaînes YouTube. Ça. Suivez les vidéos. Donc, c'est peut-être les personnes comme ça, c'est les personnes qui adhèrent beaucoup à ce sport, mais dans la population, c'est peut-être une minorité, c'est peut-être 5% des pratiquants, et c'est eux qu'on voit parce qu'ils sont plus forts. Mais Le voilà. souci avec cette mentalité aussi, c'est que un athlète qui fonctionne très bien en s'entraînant de la sorte va croire qu'il est capable de coacher Ouais. d'autres personnes et qui vont faire les mêmes progrès que lui, alors qu'ils ont pas la même physiologie que lui, quoi. Ils sont pas aussi doués que lui génétiquement pour répondre à un entraînement donné. Et ils vont programmer pour certaines personnes un entraînement où est-ce que bon bah l'entraînement c'est 20 séries de planches à l'échec et vas-y quoi, fais ça, progresse. Et si tu progresses pas, bon bah arrête le street, c'est pas pour toi. C'est ça. Et parfois ça marche parce il y a aussi cet aspect ah, il le fait, je le fais aussi. Et donc, c'est ça aussi, tu vois des personnes faire des mouvements et t'as un aspect psychologique. Et en psychologie, c'est. Putain, ça s'appelle comment encore ce truc les expériences vicariantes. Donc, tu vois ton partenaire qui fait l'apprentissage par expérience vicariante. Donc, tu vois ton partenaire qui réalise un mouvement et tu vas le faire aussi. Et je crois que c'est un outil hyper puissant qu'il y a dans les parcs. Tout Ouais, simplement, c'est tu vrai. vois des gars tu dis, ah, le mec, il paye pas de mine, il a pas l'air d'avoir un physique de dingue et tout. Et puis, il te balance une full planche. Et tu dis, comment tu l'as pris? Ben, en fait, toute l'année, ils s'entraînent en team. Il est tellement hypé. Et puis, peut-être, ouais, voilà. C'est Donc chaud. c'est pour résumer, c'est pas quelque chose qu'on recommande. On recommande une approche bien plus structurée, bien plus quantifiée, mesurée, une approche plus sage, mais
Avec une approche plus structurée, on a parfois tendance, surtout si on débute avec ce type d'approche, à s'entraîner pas assez dur et on pourrait apprendre de cette mentalité no pain no gain pour ce qui est de l'intensité relative, de la motivation, etc. Yes. Donc, je pense qu'on a fait le bon tour de cette question. On Ouais. passe à la suite. Ouais. Donc, une question de notre auditeur préféré, Ronan. Sponsorisé, il sponsorise notre podcast. On le paye 20 € par question. Ouais, ça serait bien. Donc, recommandes-tu de faire des exercices de préhabilitation, de préhab, donc c'est réhabilitation, prévention de blessures et autres, en début en début ou en fin de séance? Donc, je te laisse y répondre. Ok. Ce qui est marrant, c'est que cette question, elle est totalement en opposition avec les questions précédentes. Parce que là, c'est une approche bien plus réfléchie d'ajouter des exercices de préhab dans nos entraînements. Alors déjà, on va définir ce que c'est. Tu peux faire des Préhab, exercices de préhab en no pain no gain. je peux, bien sûr. Wall slide. C'est très fréquent. Ouais, Wall c'est slide à vraiment l'échec. ça. Scapula pull-up à l'échec. Alors, en exercice de préhab. Donc déjà, préhab, c'est préhabilitation. Donc en anglais, c'est les exercices de prévention de blessures. Même si de base, ce que ce terme voulait dire à la base, c'était lorsqu'un athlète est blessé et qu'il attend sa chirurgie réparatrice euh, pour réparer sa blessure. Les exercices de préhab, c'est des exercices qui vont le renforcer en attendant d'avoir sa chirurgie. Donc, c'est des exercices assez peu intenses, mais qui vont simplement en fait essayer de maintenir son état de forme, maintenir son intégrité articulaire, etc. Mais de nos jours, lorsqu'on entend préhab, on pense plutôt exercice de prévention de blessures et aussi dans un sens légèrement optimisation des performances sur certains mouvements. Donc c'est principalement en street, en poids de corps, les exercices de préhab, c'est principalement des exercices pour les scapulas, donc pour la ceinture scapulaire, donc pour les différents mouvements que fournissent l'articulation scapulo-thoracique, donc entre votre colonne vertébrale et vos scapulas, ainsi que des mouvements de coiffe de rotateur. Donc la coiffe de rotateur, c'est c'est un groupe musculaire de 4 muscles qui vont de la scapula à votre humérus, votre os du bras. Donc en fait, c'est des muscles stabilisateurs de l'épaule. Pour faire ça en résumé grossièrement. Donc le but des exercices de préhab, c'est à la fois pour la prévention des blessures, pour éviter plutôt des blessures d'usure, et aussi pour optimiser vos performances en apprenant et en renforçant le bon placement des scapulas, particulièrement sur les skills comme la penche, le front lever, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à inclure, même si vous faites déjà correctement vos exercices polyarticulaires, donc, dont on parle tout le temps, donc les quatre mouvements de base pour le haut du corps, vous travaillerez des mouvements variés de la scapula dans tous les cas et vous travaillerez votre coiffe de rotateur. Bref, ça peut être intéressant quand même d'inclure ces mouvements. Et là, Ronan nous demande s'il faut les inclure en début ou fin de séance. La réponse, c'est un petit peu les deux. C'est intéressant d'en faire en début de séance en guise d'échauffement, premièrement. Mais il ne faut pas en faire trop, parce que sinon, si vous en faites trop en début de séance, ce que ça va faire, c'est que ça va vous fatiguer et vous serez moins stable pour tous vos autres exercices. Et du coup, là, vous risquerez peut-être une blessure, parce que si votre coiffe de rotateur est extrêmement fatigué avant de faire des exercices qui requièrent beaucoup de stabilité, là, vous risquez d'atteindre une position dangereuse, parce que vous serez mal stabilisé par votre coiffe de rotateur fatigué, par exemple. Et pour le coup, donc c'est intéressant d'en faire peut-être une série en début de séance et d'en faire plusieurs séries que vous chercherez à progresser sur le long terme, donc via l'ajout de répétitions, etc., en fin de séance. Parce que là, en fin de séance, vous n'avez pas à vous soucier de la fatigue que ça va apporter, parce que de toute façon, vous n'avez pas d'exercices qui suivent. Et là, pour le coup, je recommande de faire plusieurs séries, où est-ce que vous allez chercher à progresser dessus. Donc peut-être utiliser un poids plus important si vous faites par exemple des élévations Y, peut-être utiliser une bande de résistance plus importante si vous faites un exercice de protraction des scapulas. Peut-être vous lester avec 1 kg de plus si vous faites des scapulas pull-up lestés ou rajouter une répétition par-ci par-là. Donc ça c'est la façon de progresser sur vos exercices de préhab en fin de séance. Ça. Moi, je rajouterais faire peut-être une série en début de séance, permet de faire aussi légèrement un peu de mobilisation et de mobilité avant d'attaquer certains exercices, et vont pouvoir augmenter un peu notre amplitude de mouvement qui va être nécessaire au mouvement de force qu'on fera plus tard dans la séance.
Voilà, donc objectif de d'échauffement, un petit peu de mobilité. On pourrait aussi dire activation pour réveiller ces groupes musculaires-là pour Ouais. mieux l'utiliser sur nos exercices polyarticulaires en question. Ouais, nickel. Je pense que c'est pas mal. Next. Ouais, prochaine question que je vais te poser. Putain, c'est encore une question de Ronan. C'est là. Ronan, le plus fidèle auditeur. Faut-il privilégier une alimentation haute en glucides ou haute en lipides? Donc ça, c'est une question sur laquelle on peut parler pendant une demi-heure. Ouais, Alexandre. voir plus. Bah, en bref, ouais. Pas en bref, ça va être Ça va pas compliqué. être en bref. Allez, ok, on va en parler pas mal. Alors, bah, on sait que. Putain, je sais même pas par où commencer, ça va être long. Donc, allez, donc en calisthenics, c'est un sport où on a besoin d'un, d'un poids corporel assez bas, on va dire. Et donc, souvent, on va chercher à être en déficit calorique ou enfin, en maintenance. Nous, on va plutôt recommander allez, une approche où on. Attends, là, je m'embrouille un peu, là. Bref, assez peu de variation de poids en fait. C'est ça, ouais, peu de variation de poids avec une. Allez, si on va quand même, on va recommander un léger surplus pour prendre du muscle. Et allez, les efforts qu'on va générer ne sont pas des efforts où on va avoir une consommation élevée de glucides. Donc, on- on peut très bien fonctionner avec des diètes hautes en lipides. On va pas augmenter notre volume d'échange respiratoire hyper haut. On va juste générer des exercices à intensité élevée pendant des cours de temps assez courts, pendant des périodes de temps assez courtes. Donc, ça serait intéressant d'avoir des glucides autour de l'entraînement. Donc, légèrement en avoir en stock avant l'entraînement et c'est évidemment bien réparé à la fin grâce à des glucides. En ce qui concerne les différences entre ces deux sortes de régimes, donc si on a une diète high carb et high fat, pour la perte de poids, il n'y a aucun impact entre ces deux styles d'alimentation. Alors si jamais, donc on parle bien dans un cas où entre les deux groupes de l'étude, les protéines sont équivalentes et Ouais, le total calorique est ouais, équivalent. Voilà, c'est je ça. précise bien. Donc à équivalence. Donc moi j'aurais envie de te dire, fais ce que tu préfères. Donc de manière pratique, 1 gramme de glucides apporte moins de calories que des lipides. Donc en termes de quantité dans ton assiette, tu auras plus de plaisir à manger des glucides. Après, peut-être que la satiété arrive plus facilement avec des lipides pour certaines personnes. Certaines personnes aussi, c'est vraiment hyper interpersonnel. Certaines personnes avec des diètes hautes en glucides sentent qu'ils stockent plus d'eau le, gl- car le glycogène a besoin de plus d'eau pour se stocker dans les muscles et autres. Et donc on est un peu plus plat avec une diète haute en lipides et moins en glucides. Donc, au niveau de tout ce qui est nutrition et autres physiologie, je vais être moins précis que Morgan. Donc moi j'aime plus l'aspect pratique. Et après, et j'ai moins la théorie en tête aussi, mais bien sûr, je vais pas m'attarder là-dessus non plus. Et donc, ouais, je vais dire quoi? Et donc, ouais, vraiment privilégier les glucides en post-entraînement. Donc, on sait que ça va plus augmenter la synthèse protéique après entraînement avec des glucides et couplé à des protéines à la fin d'un entraînement. Donc c'est un peu ça qu'on va retenir ici, c'est que si vous êtes absolument cétogène et que vous avez aucun glucide dans votre journée et que vous mettez du lipide et de protéines que des lipides en fin d'entraînement, vous serez peut-être un peu moins optimal pour créer du muscle, construire du muscle, donc de la force, c'est ce qui nous intéresse. Et vous allez peut-être assumer vos séances parce que si vous avez une bonne capacité à faire un bon apport calorique, vous allez quand même pouvoir créer du muscle toute la journée avec une alimentation plus lente. Euh, et, euh, et ouais, donc les glucides vont vraiment servir à générer une intensité plus élevée dans l'entraînement, mais on n'a pas besoin de quantité énorme de glucides, contrairement à certains sports, car au final, on a quand même beaucoup de récupération entre les séries et autres.
Et donc, bah voilà, je vais te laisser un peu répondre parce qu'à mon avis, tu seras un peu plus précis à ce niveau-là. Un peu plus de qualité avec Morgane. Ok. Écoutons ça. Alors c'est une question intéressante et c'est une question presque de base parce que le plus important dans la nutrition, c'est d'abord votre total calorique et ensuite la répartition des macronutriments. Donc on sait que le macronutriment le plus important pour notre composition corporelle, c'est les protéines. Donc cherchez à consommer environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Et ensuite, on répartit les glucides et les lipides. Alors comme l'a dit Alexandre, dans la majorité des cas, en moyenne, à total calorique égal et à total protéique égal, la perte de gras pardon, est équivalente entre une diète haute en lipides ou une diète haute en glucides. Parce que bah, c'est l'énergie dans tous les cas et que le plus important c'est vraiment les protéines pour le maintien et le gain de masse musculaire. Cependant, on a des avantages et des inconvénients à aller haut en glucides ou haut en lipides. Donc on va commencer par peut-être les avantages qu'on aurait à aller haut en glucides. Alexandre a évoqué que du fait que les glucides soient moins caloriques par gramme, donc 1 gramme de glucides c'est 4 kcal contre 1 gramme de lipides c'est 9 kcal. Vu que les glucides sont moins caloriques, on peut avoir plus de volume alimentaire, ce qui peut être peut-être plus satisfaisant. Donc ça c'est un premier avantage. Second avantage, c'est que on est sûr d'avoir suffisamment de fibres si on consomme beaucoup de glucides, parce qu'on trouve déjà assez peu de fibres dans les lipides, donc si on consomme beaucoup de glucides, c'est quasi sûr qu'on ait suffisamment de fibres, ça c'est un second avantage. Le troisième serait que c'est intéressant le soir d'avoir une source de glucides pour le sommeil, pour produire de la sérotonine qui va se transformer en mélatonine. Donc mélatonine qui est une hormone du sommeil. Donc ça c'est quelques avantages en vrac d'avoir une diète peut-être plus haute en glucides. Après on est peut-être, et encore c'est théorique, plus sûr d'avoir des stocks de glycogène qui sont remplis la majorité du temps. Et encore ça c'est peut-être pas le plus pertinent parce que nous, dans ce qu'on fait dans du resistance training, comme on dit en anglais, donc un entraînement de musculation en force, calisthenics, on consomme assez peu de glycogène, même pour les entraînements full body avec un haut volume, et ce sera rarement, quasiment jamais un souci, la resynthèse de glycogène entre des séances. C'est vrai aussi, comme l'a dit Alexandre, que certaines personnes font plus de rétention d'eau que d'autres avec des glucides, parce que 1 gramme de glycogène est stocké avec environ 2,4 à 3 grammes d'eau. Et sachant on peut avoir jusqu'à 150 grammes de glycogène hépatique, donc dans le foie, et 300 grammes de glycogène musculaire, ça fait rapidement au-dessus d'un kilo et quelques d'eau. Ouais, je trouvais plus les chiffres, bien vu. Donc ça c'est ce qui va avec une consommation haute en glucides. Mais on a aussi les avantages à aller plus haut en lipides. Donc déjà, on sait que beaucoup d'hormones, donc particulièrement les hormones stéroïdiennes, donc l'hormone masculine, la testostérone, et bon, il y a plusieurs hormones féminines comme la progestérone et les oestrogènes sont faites à base du cholestérol, donc bref, d'un dérivé des lipides. Donc ça peut être intéressant d'avoir une diète plus haute en lipides. Dans beaucoup de cas, augmenter les lipides dans la diète de quelqu'un en les passant de 20 à 40%, ça leur permet d'augmenter un petit peu leur testostérone. C'est peut-être pas le plus intéressant parce que vu que ça reste dans une fourchette physiologique, ça se transfère pas directement dans des gains de masse musculaire. Ouais, Mais il y a ça peut toujours toujours le feedback être intéressant. négatif à augmenter trop sa testostérone par exemple. Donc, Ouais. ça se régule toujours, même si on en a pas assez, il y a un petit feedback positif et Donc, autres. donc peut-être des bienfaits à avoir une diète un peu plus haute en lipides. Ouais. De ce point de vue-là, certaines personnes, Dans tous les cas, dans tous les cas, les lipides font garder un minimum, au moins, on recommande 0,8 g par kilo de poids de corps. 1 gramme, c'est quasiment le minimum. Ouais. Dans toute la diète, il faut au moins garder cette quantité-là pour avoir un taux hormonal, donc en termes de testostérone et autres, minimum pour fonctionner correctement. Après, si vous êtes en déficit calorique depuis un moment, vos hormones vont connaître certaines adaptations et par exemple votre testostérone va certainement baisser au bout d'un certain temps, mais ce sera plus lié à votre total calorique qu'à une baisse de lipides dans tous les cas. Donc, avoir une diète haute en lipides, c'est intéressant du point de vue hormonal. C'est aussi intéressant de garder quand même pas mal de lipides pour l'assimilation de certaines vitamines qui sont dites liposolubles. Donc là, les vitamines hydrosolubles et liposolubles. Les vitamines liposolubles, c'est les vitamines A, D, E et K. D'autres avantages à avoir une diète haute en lipides. Si vous êtes en totale cétose, donc dans un état où vous fonctionnez principalement, si ce n'est exclusivement,
sur l'utilisation des corps cétogènes. Donc si on parle d'une diète avec moins de 50 grammes de glucides par jour. Donc si vous êtes dans un état de cétose, vous avez souvent des avantages au niveau de la satiété et vous avez une énergie qui est bien plus constante, surtout lorsque vous êtes en déficit calorique, que si vous dépendez de vos portions de glucides à chaque repas. Il y a quelque chose sur quoi je suis pas d'accord, c'est que Alexandre, tu as dit que c'était intéressant d'avoir des glucides en post-entraînement pour maximiser la synthèse protéique. Ça, c'est quelque chose qui est faux et je mettrai une référence dans la description du podcast. Mais ça se Un fait article de Menon Selman. en tout cas en aigu, c'est clairement réel. Et après, peut-être que sur du long terme, je suis peut-être d'accord avec toi. Là, il n'y a pas d'effet à avoir de meilleures synthèses protéiques post-entraînement. Mais en aigu, d'office que tu as plus de synthèse protéique avec des glucides et autres. Dans l'article, je suppose que c'est une étude qui se fait sur le long terme, non? On en parlera hors podcast, Ok. mais là, Ça va, le raisonnement, c'est que donc, donc un élément de la synthèse protéique, c'est un pic d'insuline, une hausse d'insuline. Il faut savoir que les deux macronutriments qui sont les plus insulinogéniques, donc qui font hausser l'insuline, c'est les glucides, mais aussi des protéines, particulièrement les protéines qui s'assimilent extrêmement rapidement, type la whey. Ouais, et la whey, par exemple, augmente plus l'insuline que d'autres protéines. Ouais, donc la whey est très insulinogénique, mais comme beaucoup d'autres sources de protéines. Et on a un bienfait sur notre synthèse protéique. Donc synthèse protéique, c'est une création de nouveaux tissus protéiques. Et ce qui nous intéresse, c'est la synthèse protéique musculaire. Après, un des autres arguments aussi, c'est que la synthèse protéique peut durer de 24 à 40, de 0 à 48 heures quasiment. Donc, c'est vrai que peut-être que le recharger directement après entraînement, c'est peut-être pas si indispensable que ça finalement. Donc, en fait, la réponse. Ce qui explique peut-être un des résultats de cette étude aussi. La réponse. Attends, je vais finir, je vais compléter. Okay. La réponse d'insuline est déjà maximisée avec une dose de protéines qui est suffisante, qui est équivalente d'environ 30 grammes de protéines. En fait, on maximise déjà le niveau d'insuline qui maximise, lui, la synthèse protéique. Après, il faut aussi voir que si on rajoute des glucides à ce repas-là, ça ajoute des calories et que le surplus calorique favorise la prise du muscle, la synthèse protéique, en donnant un petit peu le feu vert à différents processus moléculaires pour dire qu'on est prêt à construire du muscle. Donc ça, c'est une autre raison. Mais on n'a ni besoin de beaucoup de glucides pour resynthétiser du glycogène, ni besoin, si ce n'est de peu, ni d'aucun glycogène en post-workout pour maximiser la synthèse protéique si on a suffisamment de protéines. Donc je mettrai le lien en description de cette étude en question. Ouais. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ouais, toi tu disais que la synthèse protéique pouvait durer 24 à 48 heures. Donc oui, c'est intéressant d'avoir des repas peut-être plus caloriques sur cette période-là pour maximiser la récupération, mais ce timing de nutriments est pertinent que si vous êtes très avancé, parce que de toute façon sur votre semaine vous aurez sans arrêt des pics de hausse de synthèse protéique. D'autres avantages à aller haut en lipides. Donc, pour résumer, j'ai dit assimilation des vitamines liposolubles, bienfait sur la faim si vous êtes dans un état de cétose, donc en diète cétogène. Aussi, préférence personnelle. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent être plus haut en lipides, plus haut en glucides. Un bienfait d'être plus haut en lipides, c'est une énergie peut-être plus stable que ce qu'on aurait avec une diète plus haut en glucides. Et encore. Mais pour l'entraînement de résistance, ça a peu d'importance de votre total de glucides ou lipides. Ce qui compte, c'est vos protéines et vos calories. Si vous avez un entraînement qui est plus glycolytique, donc qui a besoin de plus de glycogène, donc possiblement qui solliciterait plutôt des filières anaérobie lactique, donc qui utilisent beaucoup de glycogène, bénéficierait sûrement d'avoir plus de glucides dans votre alimentation. Mais pour ce qu'on fait, nous, au poids de corps, en entraînement de musculation, de force, vous mettez vos protéines à au moins 2 grammes par kilo de poids de corps. Vous mettez vos lipides à entre 0,7 à 1 gramme par kilo de poids de corps minimum. Et ensuite, vous remplissez comme vous voulez ce qui vous reste avec des glucides ou des lipides selon vos préférences personnelles, selon ce que vous aimez et selon ce qui fonctionne bien dans votre quotidien, d'après votre expérience personnelle. C'est ça. Je crois que j'ai un peu dit tout ce qui me passait à la tête. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de glucides pour notre activité. Je pense qu'il y a un minimum quand même pour parce que c'est une source de carburant, une source
de fuel préféré du cerveau, bah, c'est les glucides, contrairement aux lipides. Ouais, le Donc cerveau peut-être consomme qu'être trop en 125 cétose, grammes par jour. peut-être qu'être trop en cétose va vous faire réfléchir un peu moins bien, on va dire. Ce Ah, mais qui... putain, je mettrais même des études en description sur ça. Ouais, Mais le c'est ça. cerveau aime. Donc, le cerveau Le utilise cerveau, si vous avez 125 des glucides dans le grammes. corps ou des lipides, bah, votre cerveau il va prendre vos glucides tout simplement. Ouais, de préférence, le cerveau utilise plutôt du glucose à hauteur de 125 grammes par jour. Cependant, si vous êtes dans un état de cétose, donc là on parle pas simplement d'une diète plutôt low carbs, mais vraiment d'une diète avec quasiment aucun glucide, Ouais. vous allez produire des corps cétogènes et au contraire, le cerveau aime aussi bien les corps cétogènes. Mais en fait, il faut pas être tout à fait dans un entre-deux. Faut pas être juste avec peu de glucides et pas suffisamment de corps cétogènes pour produire une énergie suffisante pour le cerveau. Mais si vous êtes adapté en état de cétose, vous pouvez avoir une très bonne Ouais. clarté mentale en Faut étant dans un état de un petit cétose temps ou en d'adaptation étant quand un même. genre. C'est ça. Bon. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question. Voilà, les glucides intéressants de regarder pour les fibres, les lipides Voilà. intéressants de regarder pour la vitamine liposoluble. La majorité du cas, vous bénéficierez d'avoir quelque chose d'équilibré entre les deux et puis comme ça, vous vous privez d'aucun type de groupe alimentaire. Par exemple, si vous êtes en diète cétogène, c'est compliqué de devoir éviter totalement les fruits en fait. Et Ouais. si vous êtes dans une diète avec assez peu de lipides, vous perdrez des bonnes sources d'oméga 3 et vous n'aurez pas une assimilation optimale des vitamines liposolubles. Moi, je rajouterais une petite parenthèse assez pratique. Donc, tu vois, en calisthenics, tu vois beaucoup de personnes qui changent leur diète. Donc, ils mangent du tout ou rien. Et donc, ils avaient une diète un peu de merde, on va dire, ou n'importe quoi. Et puis, ils se disent, ah, tu sais, je suis passé en cétose et j'augmente mes performances surtout. Bah, souvent, tu regardes, ils font un déficit. Et au final, bah, ils améliorent la qualité des nutriments qu'ils consomment, ils améliorent plein de choses et donc ils se sentent mieux et ils progressent mieux à l'entraînement. Ou alors ils essayent des trucs plus chimiques, intermittent fasting, plus cétogène, plus low carb, des bazars comme ça. Et du coup, bah, ça leur fait perdre du poids, ils deviennent beaucoup plus forts sur leur skill. Et à court terme, bah, ils obtiennent des résultats vachement bien et donc ils vendent un peu leur diète comme le culte. Alors que tout ce qui est le secret, c'est la quantité que tu manges, comme on a dit, et, le fait que ce soit bien tenable pour toi. Et donc, au final, choisis un peu en fonction de tes préférences. Voilà, en fait, il y a pas de mauvais aliments, il n'y a pas une mauvaise répartition des macronutriments. Enfin, Ouais, tant que vous avez suffisamment de protéines, il n'y a pas un timing des repas qui est extrêmement mauvais. Enfin, faut toujours nuancer et voir votre diète au global, votre nutrition sur le plan large. Voilà. voilà. Nickel. Donc, on va passer à la dernière question. Ouais. Là, c'est la question, le petit moment un peu plus personnel. Donc, on a Nilsson qui nous a posé une question. Donc, je vais la poser à toi. Quel est ton objectif qui te satisferait le plus? Et continue comme ça, t'es super. Ok, Nice. ça c'est une question que m'a posé Nilsson en story quand j'ai fait le sondage. Posez-moi une question. Enfin, du Ah coup, ouais, c'est ouais, pas un sondage. ouais. Alors, donc, concernant mes objectifs personnels, cette année, j'ai fait beaucoup, encore une fois, de street lifting, c'est-à-dire de calisthenics lesté, donc dips, traction. Actuellement, j'ai un dips qui a 70 kg et une traction qui a 40. Ce serait cool, là, pour Noël, d'avoir un dips qui passe de 70 à 80 et une traction qui passe de 40 à 50. Et ensuite, là, pour l'année 2020, les objectifs, ce serait continuer de progresser toujours sur le handstand, qui progresse bien ces derniers temps. Donc, progresser vers le one arm et vers les press to handstand, c'est-à-dire les montées en force en ATR. Et niveau figure, faire du front. Et peut-être de la planche, mais la planche, c'est vraiment sur le très long terme. Donc ça, c'est pour les skills. Et ouais, puis, bien sûr, niveau force, j'aime bien les handstand push-up, les one arm chin-up, donc traction à un bras, ça sera vraiment beaucoup plus sur le long terme. Pour l'instant, je continue de faire mon street lifting. Donc, cette année, augmenter mes perfs en dips ST et en traction ST. L'année prochaine, faire du front lever et du handstand. Donc, progresser vers le one arm handstand et press to handstand. Voilà. Et toi, Alexandre? Aussi, comme ça, Bah, on se demande
Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année 2020 et la fin de 2019? Ouais, c'est à toi qu'on a posé ça. Ouais. Ah, mais j'aimerais savoir quand même. Je Allez, suis ça un va. fanboy d'Alexandre, moi. Nice. Bah, pour fin 2019, comme chaque année, chaque année avant la nouvelle année, je lui dis. En plus, c'était plus ou moins cette date-là, genre septembre. Je dis, allez, cette année, je débloque la straddle planche. Et donc, cette année, je débloque la straddle planche. Parce que là, j'étais parti. J'ai fait beaucoup de skills pendant ces derniers temps. Et je progresse régulièrement dessus. Je suis assez consistant dans mon programme. Ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que je suis vraiment focus là-dessus. Souvent, je fais la straddle planche pendant 3 mois et puis j'arrête et autres. Donc là, je suis bien dessus. Je vais continuer dessus. Je repars sur un nouveau cycle que je vous montrerai plus tard. Enfin, là, je suis si vous avez vu ma vidéo de tous les entraînements de la semaine, je vais rester un peu plus dans le même style. Et donc, je vais continuer sur vraiment ma straddle planche jusqu'à ce que je la débloque. Bon, si je la débloque, je l'ai presque débloqué 3 secondes, mais la forme n'est pas encore dans les critères que j'attends. Donc, on va encore continuer à bosser ça. Et une fois atteint cette straddle planche, ben, j'ai enfin validé de mettre action une main à gauche sur les anneaux. Je les rentre quasiment quand je veux. Donc là, c'est chouette. Et sur barre, main en pronation, je les ai aussi, mais toujours de la main gauche. À droite, c'est toujours pas le cas, donc vraiment rattraper cette traction une main à droite. Ensuite, en front lever, pour l'instant, je commence à stagner, donc j'aimerais bien récupérer un front lever vraiment très solide, de 5 secondes, cleaner un peu la forme. Ça fait depuis des années, j'ai un front lever, mais j'ai pas vraiment les bras hyper straight et toujours légèrement bent arm. J'ai du mal à faire une extension complète du genou. J'ai toujours un peu les genoux mous. Il faudrait que je contracte un peu plus les fessiers et vraiment le quadri pour corriger ça. Donc, c'est vraiment cleaner un petit peu ces petits détails. Donc, pour l'instant, on va dire que je bosse vraiment encore les figures dessus. Vraiment tout ce qui est figure. Améliorer vraiment ma propreté à ce niveau-là et la qualité de maintien. Un peu le temps. Et par après, bah, recommencer aussi le street lifting. Donc, à mon avis, j'en ai pour jusqu'en 2020 avec mes figures. Et puis, à mon avis, début 2020, peut-être recommencer à fond, pas peut-être recommencer quand même le street lifting. Parce que c'est aussi des mouvements que j'affectionne particulièrement. Et avoir des gros PR à ce niveau-là, ça fait plaisir. Donc, voilà. Ok, ok, propre. Propre. Nickel, nickel. Voilà, bon, je vois ton front. Il tient plusieurs secondes, mais c'est toujours frustrant de le voir pas en totale extension des hanches, Ouais, un peu trop en hollow body, le genou, un, etc. Les un bras peu tendus. pike parfois, Un peu ouais. dommage. Et puis pareil la planche. Voilà, actuellement, tu n'y es pas encore, mais elle est un peu pike et elle va progresser. Et ce sera cool. Ça va venir. Les progrès sont lents, mais bon, ça va passer avec les années, donc faut être patient. Être patient. Et pas commencer à partir dans toutes les directions, parce que si je recommence à partir sur du street lifting directement, bah, c'est un peu. Peut-être que plus tard, en revenant sur les skills, on devient plus fort, comme je l'ai expliqué dans Périodisation Calisthenics. C'est important aussi de parfois varier, mais je pense qu'il y a moyen d'aller encore titiller un petit peu mes gains avec ce que j'ai en restant spécifique. Ouais, ok. Donc voilà, on a fait le tour des questions. J'espère que vous avez aimé le concept critique ma routine. J'espère qu'on a répondu à vos questions comme vous les attendiez, ou comme vous ne les attendiez pas, mais que vous avez appris des choses. Donc c'est le but du Calisthenics Science Podcast, donc c'est instructif. Donc on va se retrouver sur un prochain épisode, pour un prochain épisode qui arrivera, on avait dit tous les mois, mais là Ouais, on mais est en chaud, fait, on va toutes en les faire bien semaines. plus fréquemment parce que Je pense c'est pas c'est cool à mal. faire. Donc on a beaucoup de concepts à ajouter. Le podcast va évoluer. Donc on va voir si on va peut-être faire une chaîne commune à nous deux pour ce Ouais, podcast, dédié à ce entièrement podcast. dédié au podcast. Donc le prochain épisode arrivera peut-être sur cette chaîne. Et donc on va vous laisser ici. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Ciao les gars. Salut. Salut!